Parler du corps dans la ville, finalement, c'est un prétexte avant tout pour parler de la ville, qui est l'habitat de l'humain par excellence. Mais c'est aussi une occasion de parler de nous, de vous, de nos enfants, qui sont citadins de ces villes. Une ville, c'est vivant. S'il n'y a pas d'habitants, en fait, la ville est morte. Mais c'est aussi une façon, une opportunité, je dirais, de parler de ceux qui créent et qui conçoivent nos villes. Donc les architectes, quand ils ne sont pas confondus avec des ingénieurs, les urbanistes, les aménageurs, les politiciens, et j'ajouterais même aujourd'hui, on y ajoute des sociologues. Ça vous montre à quel point finalement ce sujet est un sujet complexe. Alors, en tant qu'historienne, il est vrai que je suis amenée à traiter très souvent de ce sujet de la ville, mais cette complexité, elle vient surtout du fait qu'on est de plus en plus nombreux, et ça, il n'y a pas besoin d'être historien pour le savoir. Aujourd'hui, on est 4,2 milliards de citadins, enfin, c'est le chiffre de 2019 en tout cas, et ce chiffre, en 2050, il sera de 6,7 milliards. Alors, je m'arrête quand même sur le chiffre, 6,7 milliards de citadins. Ça veut dire un tiers de plus qu'aujourd'hui. Je lisais récemment dans un quotidien que les métropoles étouffaient. Si vous estimez qu'on se bouscule aujourd'hui en ville, je vous laisse imaginer ce que ce sera en 2050. Alors, si on revient plus particulièrement donc, à ce sujet du corps et de la ville, bien entendu, donc, moi, mon sujet d'étude, c'est principalement l'espace, l'architecture et la forme de la ville. Donc cette forme de la ville, elle est... Voilà, c'est ce type de représentation. Alors ça peut paraître un petit peu abscon, mais ça nous dit beaucoup de choses et surtout, ça nous éclaire sur la façon dont on vit en ville et quels sont les services finalement que nous rend cette ville, comment on y vit, qu'est-ce que c'est vivre finalement. Alors ça commence au Moyen-Âge avec la ville fonctionnelle. En fait, la ville, c'est un espace éminemment fonctionnel, je le répète. Donc vous avez la rue, la place, et tel que vous le voyez ici, eh bien, qu'est-ce qu'on y fait ? On y fait du commerce, on y circule. Là, il y a même au premier plan, vous voyez une petite dame qui se fait détrousser. Donc voilà, donc il s'y passe beaucoup de choses. Il s'y passe aussi qu'on y jette ses déchets. Alors ça devient important parce que c'est un des premiers actes fondateurs de l'urbanisme, c'est-à-dire qu'on va édicter une première règle, qui est cette règle qui s'appelle gare à l'eau. Alors ça n'a pas l'air très sérieux, et pourtant ça l'est énormément. Elle date de 1372, et elle imposait de crier 3 fois gare à l'eau avant de jeter ses déchets par la fenêtre. Alors vous imaginez pourquoi, parce que si vous êtes celui qui est en dessous, bah évidemment, vous êtes quand même content qu'on vous ait prévenu avant de vous balancer le seau d'eau usagée dans la rue. Cette même rue dans laquelle s'écoulaient ces eaux usagées et ces déchets indéfiniment. Je vous laisse imaginer, donc on convoque les sens aujourd'hui avec le corps, je vous laisse imaginer les odeurs que ça pouvait avoir au-delà du sujet de la salubrité. Et pourtant, l'hygiène corporelle au Moyen-Âge s'était déjà fortement améliorée. À Paris, à l'époque, on décompte 26 bains publics qui, malheureusement, ont fermé progressivement jusqu'au XVIe siècle, puisqu'ils se sont transformés en lieux de débauche. Si on revient à la place publique du Moyen-Âge, donc je vous disais, qu'est-ce qu'on y fait ? Finalement, on y fait du commerce, donc le marché, on y fait des fêtes, et puis on y fait aussi des exécutions. Alors, c'est pas très gai tout ça, mais ça vous montre à quel point, finalement, on est dans une logique très utilitaire de la ville. Ici, pas de magie de la place du village, hein, j'entends ça assez souvent. Il n'y a pas de magie, on est vraiment dans un lieu qui est majoritairement dense et en plus qui est clos. Il ne faut pas être claustrophobe. Pourquoi clos ? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, au Moyen-Âge, on a besoin de se protéger dans son corps, dans sa chair, des attaques qui sont immédiates. Donc cette enceinte qui vient fermer, en fait, la ville va nous protéger. Mais évidemment, il y a toujours un revers. La contrainte de l'enfermement, c'est quoi ? C'est qu'on vit les uns sur les autres, c'est qu'on parle d'épidémie en ce moment. Les épidémies du Moyen-Âge sont éminemment célèbres, évidemment, pour la dévastation qu'elles pouvaient créer. Et donc, on a vraiment cette relation à l'enfermement qui est assez forte, évidemment. Par ailleurs, on a aussi quand même une réflexion qui va s'entamer sur le vivre beau. Alors, finalement, comment est-ce que on entame cette réflexion. Alors je vais faire une petite anecdote sur un architecte belge qui s'appelle Lucien Kroll. Et ce qui est intéressant dans son travail, un jour on lui a posé cette fameuse question de dire
comment est-ce qu'on fait la ville à partir d'une feuille blanche? Vaste sujet. Et donc il a répondu par une réflexion un petit peu philosophique en disant que ça passait par l'observation et que c'était notamment une observation d'un décor dans un espace. Donc il y a deux personnes, donc il part de deux personnes qui sont en train de se balader dans un espace, puis à un moment donné, elles se remarquent dans cet espace, elles s'arrêtent et elles se regardent. On les fait circuler dans le même espace. La deuxième fois, elles s'arrêtent à un endroit, peut-être le même, peut-être pas, et elles se saluent. Et enfin, la troisième fois, elles s'arrêtent et elles se sont donné rendez-vous. Et en fait, on peut considérer qu'à cet endroit précis où se sont donné rendez-vous est créé en fait un espace, un lieu. Donc ça devient un lieu de destination. Et je trouve que c'est intéressant dans cette philosophie de regarder comment la relation à l'espace, au corps et à l'attractivité finalement d'un lieu est finalement éminemment basée sur ce que nous sommes. Et donc, une fois que la menace sur le corps est passée, qu'est-ce qui se passe? En fait, à la Renaissance, on va commencer à penser. On va avoir le temps de penser à ce que c'est la ville, ce que c'est le beau, l'embellissement de la ville. Et ça va passer alors par tout un tas de différentes politiques, initiées majoritairement par des rois, assez célèbres, je les citerai après, mais surtout par la réinterprétation, un peu fantasmée d'ailleurs, de codes néoclassiques hérités de la Grèce antique. Donc dans une ville, évidemment, donc, on dit belle, de façon tout à fait subjective, mais en tout cas avec la nature maîtrisée aussi, et puis avec cette forme de pureté qui va peu à peu en fait effacer progressivement la couleur qui était auparavant dominante au Moyen-Âge sur les bâtiments. Je vous invite à faire un peu le tour de France en été, et vous voyez ces projections vidéo sur la cathédrale d'Amiens, les hospices de Beaune, etc., qui vous montrent un peu à quel point la couleur était prédominante. Donc je reviens sur mon histoire de place royale, comme on l'a appelé quand même la politique des places royales, qui a été lancée par Henri IV, puis suivie ensuite par Louis XIV. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, c'est dans le dessin aussi que ça va se formaliser, et notamment dans l'utilisation, alors presque abusive, de la perspective. Vous avez ici une représentation en perspective de la place Dauphine. Alors, vous voyez bien ce que ça convoque, hein, c'est-à-dire que c'est terminé, la petite maison du Moyen-Âge qui revient sur la rue. Là, on est à l'alignement, sur une façade qui est très répétitive, j'allais dire relativement, mais non très répétitive. Et donc ça va donner naissance à plusieurs de ces espaces qui sont du vide, finalement, qui est créé dans la ville. Donc la place des Vosges à Paris, la place Dauphine que vous voyez là, la place Stanislas à Nancy, mais aussi la place Royale à Nantes, etc., etc. Je ne les citerai pas toutes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on n'est pas en train de regarder uniquement une place. Ici, il y a vraiment cette volonté d'apparat. La ville, je vous dis, devient un élément de démonstration en fait, de ce qu'on sait faire. Et ici, donc, vous avez l'ensemble de la place, mais aussi du pont que vous voyez, qui est sur la droite, qui est le pont Neuf, qui est le premier pont en pierre non habité de Paris. Petite parenthèse, la construction, c'est 1578-1604. C'est très long. Donc il faut quand même avoir une volonté forte derrière de porter le projet. Et puis c'est surtout, comme je vous dis, non habité. Non habité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit bien cette transition entre la relation fonctionnelle de la ville, où on a toutes les petites maisons les unes à côté des autres, et dès qu'on a un espace, on met quelque chose qu'on peut occuper ou habiter, à cet espace de promenade. Parce que là, c'est vraiment un espace de promenade. Et en plus, comme on est en relation avec le corps, on a le corps du roi en majesté, donc à droite, vous voyez la statue d'Henri IV qui trône et qui veille évidemment sur cette promenade. D'autres innovations qui ne sont pas uniquement liées à l'esthétique, et c'est notamment cette pompe, alors qu'on ne voit pas ici, mais qu'on voit sur l'image suivante, qui est cette pompe de la Samaritaine. Donc on est toujours sur le pont Neuf, un petit peu plus tard, et on a ce grand bâtiment qui émerge et qui était destiné à pomper l'eau de la Seine pour alimenter, en fait, évidemment, les résidences royales qui étaient à proximité. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'on voit arriver ici, donc la première, une dimension un peu qui est en relation aussi évidemment avec l'hygiénisme. Alors l'hygiénisme, ça va faire en fait cette transition vers ce que j'ai appelé le vivre bien. Alors le vivre bien, c'est évidemment en relation avec notre santé. L'hygiénisme qui va devenir un peu l'obsession, si je puis dire, du début du XXe siècle, n'est ni plus ni moins évidemment que l'héritage des avancées de la médecine au XIXe siècle, des innovations qu'on a dupliquées après tout au long du XXe siècle. Alors sur cette
relation à la santé et au confort, je commencerai un peu par citer les grands travaux d'Haussmann. Alors c'est un peu facile, mais je trouve que cette photographie est intéressante. Je ne sais pas si vous l'analysez, mais au fond, en fait, ce que vous voyez, c'est l'Opéra de Paris. Et c'est ici le percement de l'avenue de l'Opéra. Alors je dirais plutôt la saignée, parce qu'aujourd'hui on hérite d'un héritage qu'on trouve absolument magnifique, mais il faut aussi se projeter sur les choix qui ont été faits à l'époque. Et donc c'est vraiment, on trace deux grands axes et on balaye tout sur son passage. Et ici, on a l'impression d'une scène de guerre. Donc je vous laisse aussi, encore une fois, imaginer à quel point il pouvait y avoir déjà de la poussière, du bruit et le temps en fait, que ça a pu durer. Pour autant, nous, ce qu'on en hérite, évidemment, ce sont ces grandes avenues, ces grands parcs qui, aujourd'hui, nous permettent d'avoir cet agrément. Et ce sont aussi des partis pris qui vont changer et établir des nouveaux rituels sociaux. Donc, on allait, l'après-midi, se balader à Avenue Hoche, alors Avenue Hoche, hein, les immenses trottoirs de l'avenue Hoche, pour aller au Bois de Boulogne. Alors pourquoi ces immenses trottoirs ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a pensé aussi au corps. On s'est dit, mais en fait, on va dimensionner les trottoirs en fonction de la taille des robes de ces dames pour qu'on puisse se promener avec ses amis, se saluer, se croiser sans se bousculer. Donc ça devient un rite qui est absolument fondamental. Et puis après, donc, on va faire une transition aussi sur ce qui se passe à l'intérieur des logements. Alors à l'intérieur des logements, là je suis un petit peu plus tard qu'Haussmann, on est au début du XXe siècle, le mot parle de lui-même, donc je ne vais pas m'étaler, mais c'est surtout l'obsession, ça devient eau et gaz à tous les étages. Donc on rentre progressivement dans ce qu'on appelle la modernité, le confort moderne pour tous. Ce confort moderne pour tous, il va être incarné, et vous le connaissez sûrement tous son nom, par un architecte célèbre qui s'appelle Le Corbusier. Alors Le Corbusier, lui, sa théorie, elle est principalement basée sur la stature humaine, les mathématiques appliquées à l'architecture. Alors ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, en quoi est-ce que sa théorie est fondatrice pour ce qui va se passer au XXe siècle ? Eh bien, tout simplement parce que dans cette progression un peu que je vous fais faire depuis le début, on arrive à un moment où là, on va vraiment se questionner sur la ville. C'est-à-dire qu'on est un peu plus nombreux encore, et puis on va commencer à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de la ville avec tous ces paramètres dont on a hérité ? Et lui, il va édicter, donc clairement, des fonctions théoriques de la ville, mais qui sont tout autant fondamentales. Et ces fonctions, vous n'avez qu'à les lire, elles sont ici, c'est habiter, circuler, travailler, et il y en a 4. La dernière, c'est se divertir. Et ça, je trouve que c'est pas écrit, mais il faut bien la garder en tête. Et d'ailleurs, vous pouvez faire l'exercice aujourd'hui, demain ou à un autre moment. Si vous enlevez un de ces paramètres, en fait, vous n'avez pas une ville. Un quartier travailler, c'est un quartier d'affaires. Habiter, c'est une banlieue résidentielle, etc. Et je vous laisse filer la métaphore. En tout cas, ce choix, il va amener quoi dans la pratique ? Eh bien, en fait, dans la pratique, il va amener ce qui est presque aujourd'hui considéré comme un gros mot, l'urbanisme des années 50 à 70, l'urbanisme d'Odal, l'urbanisme des grands ensembles, etc., etc. Alors, je ne suis pas ici pour faire l'apologie de cet urbanisme, peu importe, mais en tout cas, il y a un moment donné où il faut prendre du recul aussi et se situer sur ce patrimoine, de quoi il témoigne dans la ville ? Eh bien, notamment, il témoigne de typologie. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux, on construit une barre, une tour ou une dalle, peu importe. Et puis, il témoigne d'une deuxième chose, c'est pourquoi la dalle ? Donc là, vous voyez, en fait, on monte en hauteur. Et donc là, ici, vous êtes sur le front de Seine, qui est dans le 15e arrondissement, qui est un de ces quartiers d'urbanisme de dalle. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, à cette époque-là, on considère, dans les modes de consommation, que la voiture sera un triomphe absolu. Et alors ça, que vous le vouliez ou pas, c'est le cas aujourd'hui quand même. Toutes nos villes sont dimensionnées autour de la voiture. Ceux qui sont venus ici en voiture ont très bien compris la complexité de la dalle d'ailleurs, parce qu'on y est complètement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux revenir, surtout quand on parle de piéton versus voiture. Parce que, donc, on fait une dalle. Alors, une dalle, c'est quoi ? En fait, c'est un sursol en béton. Hein, c'est une grande dalle de béton. Ici, ça fait 2,5 km de long de promenade piétonne le long de la Seine à côté de la Tour Eiffel. C'est quand même pas mal. Donc,
forcément, le sujet, ça va être après de comment est-ce qu'on fait la relation entre le dessous et le dessus. Alors ça devient la complexité absolue. Et puis surtout, la plupart du temps, pour faute de budget, etc., eh bien, en fait, ces accès, ascenseurs, escaliers, etc., ne sont pas traités. Où est-ce que je veux en venir ? Quand on dit, en fait, ça ne marche pas, ça marche pas, c'est un échec, etc., c'est surtout, à un moment donné, peut-être que, et ça c'est un peu le sujet fondamental d'après, c'est-à-dire que si on ne s'est pas posé la question au préalable de savoir comment on allait entretenir, c'est-à-dire comment les gens qui après arrivent après nous vont hériter de tout ça et vont s'en occuper, puisqu'un patrimoine quel qu'il soit, et c'est un patrimoine, on ne peut pas se mettre des œillères et pas le regarder, on y est, on est en plein dedans, donc on est obligé de le considérer. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est quand même de se dire que si vous avez un toit terrasse, si demain vous considérez que vous allez construire un toit terrasse, et en fait, il va falloir l'entretenir, il va falloir vérifier l'étanchéité, le nettoyer, le faire évoluer. Là, c'est exactement la même chose, et comme je vous le disais, sur 2,5 km de long. Donc évidemment, c'est un petit peu difficile de détourner le regard. Et surtout, quand on interroge les habitants de ces différentes typologies, la plupart du temps, en fait, leur problème, c'est absolument pas leur habitat, qui est d'ailleurs souvent plus confortable que ce qu'on peut produire aujourd'hui, qui est beaucoup plus spacieux, avec des vues incroyables, et des balcons, etc. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on a fait des choix qui font que, on a une espèce de choix un peu médian, et qui nous oblige à nous poser la question fondamentale du vivre ensemble. Et alors le vivre ensemble, en fait, c'est devenu l'addition, entre guillemets, de toutes ces contraintes, finalement, qui s'additionnent. La ville du Moyen-Âge fonctionnelle, elle continue à exister et elle se développe. On a besoin d'usines, d'énergie, on a besoin de manger, etc. Et puis tous les choix esthétiques qui sont faits, en fait, on en est les héritiers. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, finalement, c'est de se dire comment est-ce que la ville, et ce qui a été bâti, et ce qu'on va bâtir demain, rend service à notre santé. Et quand je dis santé, c'est à la fois santé physique, mais aussi santé mentale. Et ça, le Covid, quand même, je tiens à le rappeler, nous l'a appris. Et puis, il y a aussi les solutions. Alors, on dit, on n'a qu'à sortir toutes les voitures des centres-villes. Alors, la question du périphérique, sur ça, elle est quasiment absurde, parce que c'est encore se poser une fois la question de la typologie. Beaucoup ont réfléchi à ce sujet, et pour l'instant, on ne voit pas tellement de solutions arriver, parce qu'en fait, le réflexe, il n'est pas forcément typologique. Et une fois de plus, on met les choses dans la théorie. C'est comme l'histoire de la ville du quart d'heure. Et donc, pour moi, ce qui est important, c'est quand même de revenir sur cette anecdote dont je vous parlais de Lucien Kroll, qui parle surtout d'indétermination. L'indétermination, c'est la capacité qu'on va avoir à marcher dans la rue, sur le trottoir. Le statut du trottoir, c'est quand même quelque chose auquel il faut réfléchir, parce qu'aujourd'hui, il est quand même très encombré de potelets, de poubelles, de tout ce que vous voulez, qui n'est pas forcément en relation avec la façon dont on souhaiterait pouvoir se croiser, se saluer, s'arrêter, etc. dans la ville, et notamment aller à la rencontre de l'autre, ce que nous dit Lucien Kroll. Et je terminerai par cette anecdote, par cette phrase de Joseph Conrad que j'aime beaucoup, qui dit « He could walk, he walked », et donc je le traduis, il dit « Il pouvait marcher », et donc il marcha. Merci à tous.